La majorité des membres du Parlement ainsi que le Conseil fédéral, par paresse ou par mauvaise foi, tentent de tirer leur épingle du jeu en poursuivant un raisonnement juridique biaisé et fallacieux concernant l'impossibilité de l'octroi des aides financières si la loi d'urgence Covid devait être annulée, étant donné que les ordonnances Covid urgentes ne peuvent être basées sur la Constitution fédérale que de manière limitée dans le temps. En effet, l'article 185 Constitution donne compétence au Conseil fédéral de préserver la sécurité intérieure de la Suisse. C'est sur cet article qu'il s'appuie pour fonder sa compétence concernant le Covid-19. Jusque-là, juridiquement, ça tient la route. L'article 7 des LOGA précise qu'il y a un délai de 6 mois maximum pour le Conseil fédéral afin que ce dernier présente un projet de loi à l'Assemblée fédérale. J'insiste bien sur le terme « projet ». Le texte de loi ne dit à aucun moment que la compétence du Conseil fédéral est limitée à 6 mois jusqu'à l'entrée en force d'une loi du Parlement. Ces 6 mois impératifs pour qu'une ordonnance ne soit pas caduque obligent uniquement le Conseil fédéral à rendre un projet de loi dans ce délai imparti. Pourquoi ? Quel est le sens de cette base légale ? Sans aucun doute, protéger la démocratie et la séparation des pouvoirs en empêchant le Conseil fédéral de faire cavalier seul sans plus de justification d'un état d'urgence et de manière indéterminée. La LOGA est uniquement une loi d'organisation interne. Elle ne met pas en cause la problématique d'un référendum ou une intervention quelconque populaire. Donc, en lisant cette disposition LOGA, on apprend tout simplement que pour assurer la garantie de la démocratie, la compétence d'agir seule du Conseil fédéral dans une situation d'urgence doit être limitée dans le temps. J'insiste, à aucun endroit il n'est écrit dans le texte de la loi que si la loi formelle du Parlement censée faire suite à l'ordonnance urgente du Conseil fédéral n'entre finalement pas en force, les actes du Conseil fédéral doivent être annulés pour le passé ou pour l'avenir. Ironiquement, le Conseil fédéral dénature précisément le sens de la loi afin de gouverner seul. C'est vraiment odieux et honteux. Et l'interprétation du Conseil fédéral ne tient pas car la présentation d'un projet ne peut être assimilée à la notion de l'entrée en force d'une loi. Son interprétation de la loi et de la Constitution est justement contraire à la lettre et à l'esprit de ces textes. À mon sens, c'est extrêmement grave, en tant que politicien, de soutenir un raisonnement si juridiquement faux et biaisé. Certains se sont vus engager leurs responsabilités pour moins que cela. En fait, si on garde la tête froide dans ce chaos, on a facilement la vraie réponse à cette question de durée de la loi, des ordonnances et la limite de la compétence de chacun. Soit l'article 165, alinéa 2 Constitution, la loi cesse de produire ses effets si elle n'est pas acceptée par le peuple à la suite d'un référendum une année après son entrée en vigueur. Donc le 25 septembre 2021, étant donné qu'elle a été acceptée par le Parlement le 25 septembre 2020. Donc jusqu'à cette date, de fin juin à fin septembre 2021, ce qui laisse quand même plusieurs mois, le Parlement a largement le temps d'élaborer une loi plus intelligente que l'actuelle, si cela est nécessaire, et prévoir des aides financières adaptées à la situation. Et ainsi, ces aides financières pourront être fixées ultérieurement dans de nouvelles ordonnances. Et croyez-moi, les politiciens seront obligés d'agir si vous rejetez la loi, sinon ils savent très bien qu'ils vont perdre au bras de fer et risquent une action en responsabilité contre l'État. Le peuple ayant heureusement le dernier mot. Je vous l'assure, soyez plus courageux qu'eux et tout ira pour le mieux. De plus, en lisant le message de la loi Covid, le Conseil fédéral fait aveu qu'il peut continuer à utiliser l'article 185 Constitution en cas de nouvelle vague. Je cite un passage du message de la loi Covid. Le Conseil fédéral, pourra aussi adapter et compléter les ordonnances de nécessité après l'adoption du message si la situation l'exige. Au cas où il surgirait alors une nouvelle situation, entre parenthèses, par exemple une nouvelle vague de l'épidémie, à laquelle seules les ordonnances du Conseil fédéral permettraient de faire face, celui-ci aurait la possibilité de se fonder de nouveau sur l'article 185 alinéa 3 Constitution pour agir dès que les conditions en seraient réunies. Donc plusieurs vagues successives peuvent être effectivement interprétées comme étant plusieurs états de nécessité de l'aveu même du Conseil fédéral dans ce message.
Distinguer chaque état de nécessité sanitaire successif implique chaque fois redémarrer un nouveau délai de 6 mois pour présenter un nouveau projet de loi ou de modification de loi et non forcément qu'une nouvelle disposition ou loi doit entrer en force à chaque fois dans le cas d'un référendum. Ce qui compte dans ces fameux 6 mois, c'est finalement qu'une collaboration entre le Parlement et le Conseil fédéral soit mise en œuvre et que le Parlement puisse intervenir, qu'une loi aboutisse à terme ou pas suite à un référendum n'est en rien la question, tel que le démontre bien l'article 165 alinéa 2 Constitution. La LOGA n'est pas une loi qui concerne le peuple, ni parle du référendum, mais une simple loi d'organisation. Donc j'insiste bien sur ce point, donc dire que les aides seront coupées à un quelconque moment sans même analyser le point de départ et dans un délai de 6 mois, c'est archi faux. C'est un mensonge. Retenez l'article 165 alinéa 2 Constitution, c'est cet article qui est pertinent et non la LOGA. Je continue par rapport à leur raisonnement erroné à planter un peu plus le clou pour montrer que ce qu'ils disent ne tient juridiquement pas la route. 30 secondes. La loi sur le Covid-19 a été modifiée 2 fois avant même sa potentielle entrée en vigueur, à savoir déjà le 19 décembre 2020 et le 19 mars 2021. La base légale Covid attaquée a déjà été modifiée donc à plusieurs reprises et une loi dynamique, on peut dire. Il faudrait m'expliquer comment nos autorités entendent alors calculer leur fameux délai de 6 mois qui nous ressasse. Quel est donc le point de départ? Par exemple, l'article 15, 17 et 17b, loi sur le Covid-19, ont été modifiés le 19 mars 2021 seulement. Apparemment, selon le communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 novembre 2020 notamment, ce dernier a soumis au Parlement des propositions de modification de la loi Covid, afin de précisément adapter la loi Covid à la deuxième vague. En effet, si on considérait qu'il y avait un seul état d'urgence en mars 2020, il n'y aurait aucun sens que le 28 octobre 2020, le Conseil fédéral annonce un nouvel état d'urgence justifiant une fermeture. Il était pourtant certain qu'en été 2020, l'on n'était alors plus dans un état d'urgence, si bien qu'il est déjà impossible de considérer que l'entrée en vigueur immédiate de la loi Covid fait foi pour savoir dans quelle mesure les ordonnances d'aide financière seraient ou non maintenues. Les partisans de la loi Covid ne semblent ainsi même pas aptes à fixer un point de départ de 6 mois sur la fausseté de leur raisonnement et finissent par s'embrouiller eux-mêmes. C'est la première vague le point de départ, car les aides financières ont été octroyées lors de la première vague et des ordonnances déjà du printemps de 2021 sont encore actuellement maintenues. Ou alors est-ce la seconde vague? Ou encore qui sait, une potentielle troisième vague? C'est tellement nul juridiquement comme raisonnement que je me demande si un tel raisonnement peut être suivi par un juriste sain d'esprit, sérieusement. Mais après analyse, clairement pas, surtout que ce sont des spécialistes et c'est censé être leur métier. C'est inadmissible. On rappelle ainsi que l'état d'urgence pourrait être de nature aussi bien sanitaire qu'économique, ce qui complexifierait encore leur conception juridique erronée. Si maintenant le pays était économiquement au bord du gouffre, les intérêts intérieurs du pays seraient menacés. Il est juste de considérer que le Conseil fédéral aurait compétence pour aider financièrement les citoyens, virus ou pas. Il peut y avoir d'une part urgence sanitaire et d'autre part urgence économique. Un état de crise économique assumé par le Conseil fédéral pourrait faire démarrer un délai de 6 mois dans lequel celui-ci a les compétences d'aide des entreprises sans pour autant élaborer un nouveau projet de loi destiné au Parlement en application de l'article 185 Constitution. Pour autant, justement, que ce délai de 6 mois ne soit pas échu. Donc, à partir de quand et comment se calcule et interpréter cet état d'urgence? C'est aussi ce qu'on aimerait bien savoir et auquel le gouvernement ne nous donne à laquelle le gouvernement ne nous donne aucune réponse. Même pas une réponse satisfaisante, mais pas de réponse du tout, c'est le pire. Enfin, si le Conseil fédéral décidait de ne pas aider les entreprises, ce serait un choix politique et économique, mais il n'y a aucune légitimation juridique derrière. Faites-vous bien à cela. Sur ce point, encore, ils ne nous vendent que du vent, c'est de la tromperie pure. Cependant, vous pouvez sans crainte refuser la loi Covid. Croyez-moi, le courage paye et les politiciens sont lâches. Ils savent parfaitement que s'ils restent inactifs et n'octroient pas d'aide, alors
qu'ils sont en mesure de le faire, ils auront des actions responsabilités tôt ou tard, ou ne seront en tout cas pas réélus. Et ceci, même s'ils se moquent de vous, croyez-moi, lorsque ça touche intimement leur petite personne, ça les diffère un peu moins. De toute façon, je rappelle que, comme déjà énoncé, les mesures d'aide en cas de perte de gain au sens de l'article 15 de la loi sera coupée de toute façon fin de ce mois de juin au sens de l'article 21, alinéa 5, Constitution. Les autres articles les plus importants de la loi, c'est-à-dire l'aide à la culture et aux entreprises, prendront fin au maximum en décembre 2021. Donc la loi ne donne que des aides très provisoires. Refuser la loi Covid permettrait aussi d'étendre les aides et les conditions. Une nouvelle loi, je l'espère meilleure, pour être élaborée et nos politiciens obligés de filer droit et obéir à la volonté populaire enfin. Je reviens sur la notion d'urgence qui est finalement l'élément central pour donner compétence d'action au Conseil fédéral. L'article 1, alinéa 2 de la loi Covid prévoit que le Conseil fédéral n'use de ses compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l'épidémie Covid-19. En particulier, il n'use pas de ses compétences si l'objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire ou urgente. Donc le Conseil fédéral, au sens de la loi, ne doit agir que s'il s'agit d'urgence et en considérant la proportionnalité, même si ce n'est pas ce qui se passe en pratique, de loin pas, car le Parlement aurait eu, après des mois, maintes fois le temps d'agir lui-même en ne déléguant que des points spécifiques au Conseil fédéral. Au final, l'article 1 de la loi Covid devrait avoir précisé la portée juridique de l'article 180. Au final, l'article 1 de la loi Covid devrait avoir précisément exactement la même portée juridique que l'article 185 Constitution et devrait en rien servir à étendre davantage les compétences du Conseil fédéral. Il y a dans le texte Covid une notion de proportionnalité, mais malheureusement on voit bien que le concept n'est pas respecté en pratique. Raison pour laquelle la solution la plus raisonnable est bien d'annuler en raison de sa mauvaise rédaction et de tous les troubles graves qu'elle génère cette loi. En effet, seule l'annulation de la loi Covid est un signal clair pour le Parlement et le gouvernement de changer de politique et de dynamique. Ils seront alors obligés d'obéir au peuple, de relâcher certaines mesures non nécessaires et aussi d'octroyer des aides financières plus largement sur un texte de loi plus sérieux adapté à la situation réelle est une solution qui se présente à nous. On voit bien que si la loi Covid n'était déjà pas adaptée au départ, maintenant plus on avance dans le temps, moins elle est adaptée à la situation et plus les ordonnances du Conseil fédéral prennent des libertés par rapport au texte de loi Covid adopté par le Parlement. Cette situation est juste juridiquement intenable et nuisible. Donc la loi Covid ou pas, il y a de toute façon actuellement trop de divergences entre les ordonnances et la loi afin de soutenir le point de vue que les ordonnances reposent sur la loi Covid et non sur la Constitution ou d'autres bases légales comme la loi sur les épidémies ou la loi sur l'assurance chômage. Aspect que nous analyserons un peu plus en détail dans la suite de cet exposé. Quelques exemples de divergences ou même contradictions entre la loi Covid-19 et les ordonnances du Conseil fédéral, par exemple, le message de la loi Covid indique clairement qu'il n'y a pas de RHT versé aux apprentis. En contradiction avec ceci, en suivant les communiqués de presse du Conseil fédéral, on observe que ce dernier a cependant introduit les RHT pour les apprentis et les contrats à durée déterminée durant l'hiver 2020-2021. Si on suit la logique des partisans de la loi, le Conseil fédéral ne pourrait théoriquement pas se baser sur la Constitution étant donné que les ordonnances d'urgence qui ne reposent pas sur la loi devaient prendre fin au plus tard en septembre 2020. Mais de manière objective, on ne peut non plus raisonnablement admettre que le Conseil fédéral se base sur la loi Covid pour octroyer des aides aux apprentis alors que les projets de l'élaboration de la loi démontraient une toute autre volonté de sa part, à savoir d'octroyer une aide limitative et que pour certains contrats, en excluant les contrats à durée déterminée, notamment et expressément aussi les apprentis. Il n'est de toute façon pas possible d'admettre que les décisions du Conseil fédéral suivaient la loi pour octroyer les aides étant donné que les versements du Conseil fédéral ont parfois manifestement contredit le texte même de la loi. Un exemple encore plus flagrant, à l'article 12 de la loi Covid, celui-ci dit clairement
que pour qu'il y ait des aides versées aux entreprises, il faut que celles-ci soient dans un cas de rigueur. L'article 12, alinéa 1 bis, définit ensuite ce cas de rigueur. Je cite, alinéa 1 bis, il y a cas de rigueur au sens de l'alinéa 1 si le chiffre d'affaires annuel de l'entreprise est inférieur à 60% de la moyenne pluriannuelle. La situation patrimoniale et la dotation en capital global doivent être prises en considération ainsi que la part des coûts fixes non couverts. C'est le texte actuel. Avant décembre 2020, le texte de loi n'était pas fondamentalement différent, mais la perte devait être conséquente. À la place d'une perte de 40% du chiffre d'affaires, il fallait une perte de 55% du chiffre d'affaires. Mais le texte de loi n'a pas fondamentalement changé depuis décembre 2020 avec les critères établis, qui sont critiquables à mon sens. Or, comme vous le savez, selon le régime encore actuellement en vigueur à ma connaissance, le Conseil fédéral, lors de la conférence de presse du 13 janvier 2021, déclare que les entreprises fermées par les autorités pendant au moins 40 jours depuis le 1er novembre 2020 seront considérées comme cas de rigueur sans devoir prouver un recul de leur chiffre d'affaires. Donc, bien sûr, les entrepreneurs peuvent apprécier ces nouvelles conditions du Conseil fédéral qui leur sont favorables quelque part, mais on ne peut en aucun cas prétendre que celle-ci repose sur une loi Covid, vu que la loi impose comme critère fondamental pour une situation de rigueur de prouver une certaine baisse du chiffre d'affaires. Tant mieux que le Conseil fédéral octroie des aides, mais juridiquement, il ne le fait pas dans le cadre de la loi Covid. C'est ça qui est essentiel. Donc la loi Covid peut être abrogée et les ordonnances du Conseil fédéral, finalement, vu qu'elles ne reposent pas sur cette loi, pourraient être maintenues parallèlement. À ce stade de divergence, la loi doit être considérée comme inutile, vu qu'elle ne régit même pas la matière. L'article 13 alinéa 5 de la loi prévoit que le Conseil fédéral, je cite, « Le Conseil fédéral peut assouplir les conditions d'éligibilité fixées dans le présent article pour les entreprises qui, en raison des mesures fédérales ou cantonales de lutte contre l'épidémie de Covid-19, doivent fermer ou restreindre considérablement leur activité pendant plusieurs semaines à partir du 1er novembre 2020. » Mais assouplir ne veut pas dire se distancer d'une manière telle que la loi, que le Conseil fédéral peut faire soudain fi des conditions concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise, conditions pourtant clairement établies dans la loi. Admettons qu'une entreprise fermée peut réaliser néanmoins un chiffre d'affaires, par exemple par vente via Internet. Il y a quand même une lacune, voire une certaine contradiction dans cette politique dangereuse de deux poids, deux mesures, susceptible de créer inévitablement des inégalités de traitement crasses entre entrepreneurs et indépendants. Je suis désolée, mais à un moment donné, soit on fait les choses correctement jusqu'au bout dans cette loi, soit on ne le fait pas. Mais on ne peut se servir d'une base légale une fois sur deux lorsque ça nous arrange. Juste non. Donc en définitive, il faudrait estimer que les aides plus larges aux entreprises depuis le 13 janvier 2021 octroyées par le Conseil fédéral reposent sur un cas de rigueur, par exemple au sens de l'article 185 Constitution, en particulier de nature économique, mais en aucun cas sur la base légale du Parlement, vu que celle-ci n'a pas été modifiée en ce sens et garde le critère de la perte d'un certain chiffre d'affaires pour indemniser les indépendants. On peut prendre un autre exemple de la politique d'indemnisation du Conseil fédéral qui ne repose pas sur la loi au sens formel. Par exemple, le Conseil fédéral n'a d'abord pas entendu indemniser les micro-entreprises alors que ce critère n'est pas du tout exposé dans la base légale Covid. On lit notamment dans le communiqué de presse du 25 novembre 2020 du Conseil fédéral que les micro-entreprises seraient des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de moins de 100 000 francs par année avant la crise. Donc on ne sait déjà même pas si c'est lui-même qui a inventé un tel critère, je pense, vu qu'après ça va changer, vous verrez. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi une micro-entreprise n'aurait droit à aucune aide. Si par exemple, c'est une entreprise individuelle avec peu de charges précisément, elle réalise sans doute un revenu indispensable pour celui qui l'exploite. Il ne ressort pas de la loi Covid que le Parlement ait entendu supprimer des aides pour les micro-entreprises. Ainsi, le Conseil fédéral semble se substituer au Parlement pour appliquer dans une certaine mesure ses propres critères d'éligibilité d'entreprise sous prétexte d'un pragmatisme qu'il invoque. En décembre 2020, le Conseil fédéral modifie certaines de ses ordonnances. J'ouvre encore une parenthèse à rappeler que son ordonnance Covid-19 du 16 avril 2020, toujours en force, obligeant notamment le port du masque, est fondée sur la loi sur les épidémies, comme le message de la loi Covid l'a très bien énoncé. Donc les autorités sont elles-mêmes obligées de concéder que les mesures, en tout cas
Accessoirement, les aides octroyées ne reposent pas, ou en tout cas pas uniquement sur la loi Covid, parenthèse refermée. Donc dans la modification de décembre 2020, comme je disais, le Conseil fédéral modifie sa notion de micro-entreprise. Ce ne sont plus celles qui réalisaient les dernières années un chiffre d'affaires de 100 000 francs, mais 50 000 francs de chiffre d'affaires annuel. En définitive, le Conseil fédéral modifie donc sa politique sans que la loi Covid ne soit elle-même modifiée d'une aucune manière, en élargissant cette fois les aides, même s'il ne faut pas se faire d'illusions, quoi que le Conseil fédéral décide, les aides seront toujours insatisfaisantes et octroyées au compte-gouttes. Mais sans base légale stable, ça crée d'autant plus d'inégalités de traitement et de mécontents. En outre, c'est un avis davantage personnel sur cette question, je le précise, mais d'après moi, l'idée d'indemniser sur la base d'une perte en chiffre d'affaires est plutôt mauvaise. Il y a d'ailleurs eu énormément de critiques des indépendants sur le principe et dans la prise en compte d'un chiffre d'affaires. Un grand nombre d'indépendants se sont notamment plaints que l'on n'avait pas pris leur chiffre d'affaires sur une période suffisamment longue et donc que le manque d'indemnisation reposait malheureusement sur un élément non significatif sur la durée. Ensuite, si vous veniez de commencer une activité fin 2019 ou début 2021, vous aviez un chiffre d'affaires de 0, donc vous receviez 0 forcément. Donc en gros, vous pouvez avoir fait des investissements considérables et ne pas avoir eu de chance parce que vous avez ouvert votre entreprise en début 2020 et tout est tombé à l'eau sans jamais être indemnisé. Donc on parle du chiffre d'affaires et non de bénéfices réalisés. Donc déjà avec 60% de votre chiffre d'affaires habituel, vous vous retrouvez extrêmement serré si le 100% suffisait tout juste à vous maintenir à flot et que vous aviez déjà 0 marge avant la crise Covid. Mais encore, si vos charges sont plus élevées pour des raisons de restructuration notamment ou autres dues au Covid, vous pouvez complètement couler. En effet, les coûts d'une restructuration obligatoire ne sont en principe pas pris en compte dans l'indemnisation. En effet, le chiffre d'affaires est un indicateur que et uniquement pour les ventes notamment, mais ni pour la question de l'endettement, ni celle des charges. Donc la loi Covid est extrêmement limitative et inutile, ou à tout le moins peu utile pour un certain nombre d'indépendants. Prévoir une nouvelle disposition plus réfléchie et travaillée, le cas échéant, que ce soit dans une nouvelle loi ou une loi préexistante, semble judicieux et opportune. Il n'est pas possible d'aller de l'avant avec une loi Covid pareille, ce serait de toute façon de mal en pis. Et de plus, pour les indépendants, il peut aussi être judicieux de revoir une base légale avec de plus grandes indemnisations et des critères plus satisfaisants en tout cas que ceux qui sont déjà fixés dans la loi Covid, qui ne sont manifestement pas adaptés à la situation. Enfin, le Conseil fédéral pourrait décider seul des aides financières sans qu'une nouvelle loi formelle à proprement parler entre en vigueur, que ce soit en mesure d'indemnisation, mais je pense qu'il est extrêmement bénéfique et judicieux qu'il soit encadré, qu'il ne puisse plus continuer à faire la pluie et le beau temps comme on l'a vu jusqu'à présent, ce n'était guère satisfaisant, que ce soit en matière de mesures ou d'indemnisation, qui ne sont, ne l'oublions pas, la conséquence directe des mesures que le Conseil fédéral a lui-même cru bon de prendre finalement, en particulier celles portant sur le lockdown des indépendants. Donc la base légale suffisante, donc maintenant j'ouvre une nouvelle question, c'est est-ce qu'il y aurait une base légale suffisante dans la loi sur les épidémies et la LACI, la loi sur l'assurance chômage, pour en fait aussi maintenir ces ordonnances, même si cette question finalement est facultative, étant donné que le Parlement a amplement le temps de refaire et revoir une nouvelle base légale ou en tout cas certaines dispositions impératives d'ici le 25 septembre 2021. Mais à mon avis, il y a déjà des bases légales suffisantes qui permettraient en fait de ne pas forcément refaire une nouvelle base légale pour indemniser que ce soit les indépendants ou les travailleurs, les employés.
Donc on peut se demander si, hormis sur la base de la Constitution ou de la loi Covid, l'obligation d'indemniser les indépendants pourrait aussi reposer donc sur une autre base légale formelle de l'ordre juridique, comme je viens de le dire. Si c'est bien le cas, la loi Covid ne fait pas sens. Il est inutile d'avoir deux bases légales, en effet, formelles pour indemniser. Donc le Conseil fédéral nous rabâche sans cesse les oreilles pour dire que la loi Covid n'est que positive et que les mesures négatives ne sont que basées sur la loi sur les épidémies, ce qui n'est pas vrai. On l'a déjà vu aussi clairement dans la première partie de cette présentation. Justement, la loi sur les épidémies est quand même plus délimitée et donne moins de pouvoir au Conseil fédéral d'une part et surtout circonscrit beaucoup mieux les mesures que ne le fait la loi Covid, qui est très très large et sur la base desquelles le Conseil fédéral pourrait prendre plus ou moins n'importe quelle décision. Donc la loi sur les épidémies prévoit à notre sens une possibilité d'indemniser, on dira les victimes, on peut les appeler comme ça, les victimes économiques des mesures Covid. L'article 38, alinéa 1, loi sur les épidémies, prévoit effectivement, je cite, qu'une personne malade, présumée infectée ou qui excrète des agents pathogènes peut être frappée d'une interdiction totale ou partielle d'exercer sa profession ou certaines activités. Celles-ci peuvent être tenues de déclarer dans les plus brefs délais à l'autorité cantonale compétente tout changement concernant leur canton de résidence de leur activité ou l'exercice de leur profession. À l'article 63 de la loi sur les épidémies, on trouve le titre suivant « Indemnisation en cas de dommages consécutifs de mesures ordonnées par les autorités ». Et cet article 63 de la loi sur les épidémies établit que, je cite, « L'autorité ordonnant une mesure visée aux articles 33, 38 ou 41 alinéa 3 ». Donc l'article 38, c'est celui que je viens de vous lire par rapport au fait qu'un indépendant est mis en quarantaine et ne peut exercer notamment son activité. Donc l'autorité ordonnant une mesure visée à l'article 38 en l'occurrence peut indemniser en tenant compte de la situation économique des bénéficiaires les personnes qui subissent un dommage dû à cette mesure pour autant que celui-ci ne soit pas couvert autrement. Alors il est vrai que le Conseil fédéral, on l'a bien remarqué, ne fait des interprétations extensives de la loi que lorsque ça l'arrange, mais comme on l'a vu, une partie des mesures d'indemnisation qu'il a prises était manifestement en contradiction avec le texte de loi Covid, le texte de la loi Covid du Parlement. Donc il serait franchement grossier de venir nous dire parallèlement que la loi sur les épidémies n'est pas une base légale suffisante permettant d'indemniser quelqu'un qui n'a pas pu exercer son activité ou sa profession. En effet, bien que le texte de la loi sur les épidémies parle du cas d'une personne mise sous quarantaine car elle a une maladie et non pour d'autres raisons, par exemple le fait qu'un foyer épidémique peut se développer par rapport à son activité et non qu'elle soit atteinte elle-même d'une maladie, il serait quand même injuste et illogique de considérer que des personnes qui ont dû fermer leur business quand bien même elles n'étaient pas malades sur ordre du Conseil fédéral ne peuvent être indemnisées, contrairement à celles qui sont malades. Il faut comprendre la quarantaine comme une mesure sanitaire reposant sur la loi sur les épidémies. Même si effectivement c'est la première fois dans l'histoire en Suisse et à l'échelle mondiale que l'on prend des mesures si drastiques. Le Conseil fédéral ne peut dès lors échapper à son propre raisonnement et doit faire une interprétation aussi extensive de la loi sur les épidémies que celle qu'il a volontiers faite sur sa loi favorite Covid. Selon mon opinion, la loi sur les épidémies est une base légale suffisante pour indemniser les indépendants en cas de quarantaine et fermeture forcée. Ça revient au même. Ensuite, des ordonnances nouvelles peuvent préciser ces conditions ou, comme je l'ai déjà dit, une nouvelle loi, mais certainement mieux préparée que cette maudite loi Covid. Ensuite, pour indemniser les travailleurs et les chômeurs, il y a une autre base légale, à savoir la loi ordinaire, donc la LACI, la loi sur l'assurance chômage. À nouveau, le Parlement a fait des siennes en glissant des nouvelles bases légales qui auraient dû être intégrées dans la LACI et non dans la loi Covid. La modification de la LACI a eu lieu en date du 26 septembre 2021 et du 20 mars 2021. On déplore à ce stade que la modification de cette loi n'ait pas été plus conséquente et cohérente, intégrant les bases légales qui n'avaient rien à faire dans la loi Covid. Le nouvel article 90A LACI prévoit notamment que, je cite, « La Confédération verse une participation extraordinaire au fonds de compensation en 2020 et en 2021.
La somme totale des participations extraordinaires versées en 2020 et en 2021 est calculée sur la base des dépenses engagées pour l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail pendant les décomptes de chacune de ces années. Donc le but des modifications était de garantir l'accès au chômage et simplifier les dispositions en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. On se demande donc ce que fait la suppression du délai de préavis dans la loi Covid et non pas dans la LACI précisément. Le Conseil fédéral serait aussi malvenu d'arguer que la LACI est une loi ordinaire et ne peut recevoir des articles exceptionnels Covid, alors même que l'article 90A LACI que je viens de citer traite spécifiquement de la question Covid. Ça serait incohérent. Quoi qu'il en soit, la LACI paraît être une base légale suffisante pour indemniser les employés et aussi éventuellement des chefs d'entreprise, employés de leur propre entreprise dans le cadre notamment de SAA ou de SARL. Le but n'est en effet pas que la loi Covid crée une double indemnisation pour certains alors que d'autres ne reçoivent rien. À nouveau, cette optique de doubler les bases légales en jouant sur plusieurs tableaux crée un risque patent d'inégalité de traitement et ainsi la solution n'est manifestement pas satisfaisante. Par rapport à la problématique chômage à temps plein ou partiel, le Conseil fédéral, comme il l'a avoué à mi-mot, peut baser ses ordonnances et directives sur cette loi. Cas échéant, il est ainsi possible de réviser la LACI pour prévoir une indemnisation extraordinaire en période Covid en y insérant de nouveaux articles. Pour conclure, d'ailleurs, on a vu effectivement que le 26 septembre 2021 et le 20 mars 2021, la LACI a été modifiée, donc c'est aussi possible pour l'avenir de modifier cette base légale, si le besoin s'en fait sentir, certainement. Pour conclure, l'on peut aussi estimer que le raisonnement des politiciens et autres fonctionnaires étatiques de considérer que sans la loi Covid, les aides ne pourraient être octroyées s'avère finalement dangereux pour eux aussi. En effet, s'ils considèrent que leurs propres actes sont contraires à la Constitution suisse, il faut qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur raisonnement, à savoir qu'ils auraient dès lors agi illicitement et sans base légale et porté atteinte à de nombreux droits fondamentaux. Sur la question des indemnités et aides économiques, ils auraient porté dès lors atteinte sans base légale à l'article 27 Constitution, en particulier si leur raisonnement est bien de dire qu'en dehors des 6 mois il n'y a pas de loi, si en dehors de 6 mois il n'y a pas de loi, le Conseil fédéral n'est pas légitimé à agir et donc il a créé un préjudice illicite si on va dans leur sens. C'est donc magistral, il se tire une balle dans le pied. La leçon c'est qu'à force d'être tordu et de vouloir tordre les gens, on peut tomber dans notre propre piège. En définitive, si les autorités devaient persister dans leur comportement et refuser indûment des aides ou mettre à exécution ce type de pression, ce dont je doute fort car ils savent ce qu'ils risquent, une action de nombreux citoyens pour actes illicites de l'État peut être intentée, il est alors assez évident qu'ils ne veulent pas en arriver là. Je vous encourage fortement à ne pas céder à leur petit chantage car contrairement à ce qu'ils veulent vous faire croire, la balle n'est pas dans leur camp mais bien dans le vôtre. Et vous, la population suisse, vous avez le dernier mot. Merci de votre attention.